Michel Serrault, un des acteurs les plus inventifs du XXe siècle. À travers plus de 135 films, il n'a cessé de revendiquer sa liberté de jeu, sa volonté de s'amuser. Il est né dans une famille où il y avait déjà beaucoup de joie, beaucoup de rire. Ses parents étaient des gens très simples, mais ils aimaient rire avec leurs enfants, jouer avec eux, et ils les ont éduqués avec beaucoup de liberté. Lorsqu'il avait 6 ans, il a découvert le cirque. Il y avait des cirques itinérants qui venaient s'installer dans les villes. Et un jour, il a vu un chapiteau se monter, il a été voir et il a été ébloui par le cirque. Puis papa continuait d'aller au patronage, comme tous les gosses du quartier. Et il a rencontré un prêtre, le prêtre Vanham. Et papa, à l'école, rigolait beaucoup. Donc un jour, le prêtre lui a dit « Bon, l'école, c'est peut-être pas pour toi. Peut-être que ce serait bien que tu ailles au petit séminaire. Ça va te cadrer, entre guillemets. » Il m'avait expliqué que c'était un des prêtres du petit séminaire, puisqu'à cette époque-là, il y avait un petit séminaire qui lui avait dit qu'il valait mieux qu'il soit, je ne sais plus s'il avait employé clown ou comédien, mais en tout cas qu'il était préférable qu'il fasse un autre choix que celui du sacerdoce. Ça aurait été un super prêtre, ça aurait été vraiment un religieux de haut rang, en tout cas au niveau de la morale, parce que c'est quelqu'un qui avait justement, qui était un grand déconneur, mais avec énormément de moralité, énormément de respect, puis surtout il fallait une bonne raison pour déconner. Donc il continuait d'aller au cirque, il allait rencontrer les clowns dans les loges, il allait voir les Fratellini dans les loges pour discuter avec eux. Il inventait, lui, des spectacles qu'il faisait avec ses frères, sa sœur et les copains du quartier Porte de Bagnolet. Il était déjà ultra créatif, si tu veux. Il s'est mis à jouer la comédie très vite. Il n'y avait pas d'école de clown. Donc le père Vanham lui a dit « Écoute, je vais essayer de te trouver une école ». Et c'est comme ça qu'il lui a trouvé l'école de la rue Blanche. Quel est le grand comédien qui n'est pas un clown? Poiret, Serrault, Hirsch, tout ça, c'est des clowns. Le cirque, je pense que c'est une des bases de l'art dramatique. Enfin pour moi, hein, parce que j'étais très attaché à ça, évidemment, parce que le cirque, ça veut dire quoi? C'est pas seulement le jeu, c'est aussi la musique, c'est aussi gestuel, c'est visuel, c'est tout. Déjà, c'est un clown à la base, c'est un fan du travail du clown. Dans sa plus pure tradition, c'était de l'humour intelligent, c'est-à-dire que c'était un humour qui, pour faire rire les gens, demandait un certain talent. Et il adorait faire le clown et faire le clown, puisqu'il a fait le clown véritablement dans des émissions, on le voit, hein, il est, je sais plus, à Bouglione, il fait le clown, et il a gardé ça. C'est-à-dire qu'il aime les déguisements, il aime se changer, il aime se mettre un faux nez, quoi, voilà. C'est pas juste on tombe sur une peau de banane, c'était comment tomber d'une manière élégante sur la peau de banane. C'est un ami un jour qui lui a dit « Je vais t'emmener te présenter Robert Derry ». Et il a été engagé dans la troupe. Il y avait beaucoup de loufoquerie, c'était assez nouveau. Ils étaient sur le même humour, beaucoup de liberté. Un jour, papa est parti à une audition pour une pièce de théâtre. Et dans la pièce, dans la salle d'attente pour l'audition, il y avait plein de jeunes gens qui attendaient pour passer l'audition. Et il y a un autre type qui est arrivé, c'était Jean Poiret, ils ne se connaissaient pas. Il est venu s'asseoir à côté de papa. Et ils ont commencé à discuter. Et les premières répliques qui se sont dites dans la vie étaient déjà un sketch. Détail intéressant à signaler, c'est le premier film que vous tourniez en couleur. Quand je dis en couleur, uniquement moi en couleur, bien entendu. Comment ça? Parce que c'est-à-dire qu'on tourne le film en noir et blanc, oui. Et moi simplement en couleur. Ah bon? Ah, on vous peint après alors? Vous savez que c'est très remarquable. Et papa me racontait que les autres jeunes gens qui attendaient étaient déjà morts de rire en les entendant tous les deux. Mais oui, je crois d'ailleurs qu'il est nécessaire maintenant, quand on se targue de faire de l'humour, qu'il est nécessaire d'annoncer, de dire « attention, ça va être drôle ». À l'époque, ils essayaient de travailler, ils couraient le cachet, et comme ils n'étaient pas engagés, ils se sont dit, et tous leurs copains leur disaient « mais quand vous êtes tous les deux, vous êtes tellement drôles, pourquoi vous n'écrivez pas ?»
Donc ils ont mis noir sur blanc leur délire. Et puis ils se sont présentés voilà, dans un cabaret après avoir travaillé. Et dès le premier soir, ça a été un triomphe. Je me souviens très bien des premières apparitions de Poiret et Serrault, quand ils étaient tous les deux, quand ils faisaient du cabaret. Les premières apparitions à la télévision. J'ai vu ces deux mecs-là, ils étaient énormément drôles quand même, très très marrants. Eux, ils devaient se rencontrer. C'était pas possible autrement. Le cirque, t'as le clown blanc et t'as l'Auguste. Et ça, c'est une règle d'or. Et Poiret, Serrault, t'as Poiret qui est dans le clown blanc et t'as Serrault qui est dans l'Auguste. Moi, je l'écoutais quand j'étais petit, hein, sur les disques, les antiquaires. Oh, bah, c'est un antiquaire, mais qu'est-ce que c'est? Oh, bah, c'est une lampe. Oh, bah, mon coco, c'est une lampe. Bah oui, qu'est-ce qu'on va en faire? Oh, bah, on va en faire une lampe. Oh, bah, tu crois? Ils allaient très loin parce qu'ils ont une imagination incroyable. Et à partir d'un texte, ils peuvent décoller, quoi. Donc, les metteurs en scène allaient au cabaret pour voir les nouveaux comédiens, pour voir ce qui se passait. Et c'est comme ça que Clouzot a engagé Michel, enfin papa, dans son premier rôle, dans Les Diaboliques. Il est allé au cabaret les voir, et voilà. Et puis ensuite, d'autres metteurs en scène les ont vus au cabaret et ont voulu les prendre dans leurs films. Donc, ils étaient associés, souvent ils faisaient les deux flics ou alors les deux truands. Bon, ils ont fait Assassin et voleur avec Guitry. Il a fait énormément de films comme ça, comme Galabru, des films comme ça qui faisaient pour l'argent, etc., mais où ils sont tous toujours formidables. Et puis à un moment donné, il a pris ce courant, cette exigence que n'ont pas toujours eu ses camarades, parce qu'il fallait vivre, mais lui, il a pris une exigence, et ce troisième second rôle est devenu un rôle de tout premier plan. Avec Bertrand Blier, il côtoie un univers absurde et drôle qui lui sied, pour des seconds rôles inoubliables. Mais dès ses débuts, quand il est arrivé dans le musical, dans le cabaret, il avait déjà mis en place des tics. Il était très jeune. Il avait déjà mis en place des tics de vieux con qu'il a utilisés pendant toute sa carrière. C'est-à-dire le fait de ne pas bien comprendre ce qu'on lui dit. Il n'était pas du tout sourd, mais il jouait les sourds. C'est-à-dire que quand il disait une réplique, puis après il écoutait celle de l'autre, il se penchait un peu en avant pour mieux entendre. Donc ça lui donnait l'air abruti, évidemment. Donc, il cherchait des trucs comme ça. Et ça, il le faisait quand il a démarré, quand il avait 25 ans. J'avais avec Michel tout un monde, on avait un monde commun. Préparez vos mouchoirs, où ça s'est fait tout simplement. Je suis allé le voir, je lui ai proposé le film, il a dit oui, et ben voilà. Travailler avec Serrault, c'était des vacances, toujours. Il n'était pas facile à gérer, d'ailleurs, mais il avait un truc, il avait toutes les qualités du monde, mais il avait, pour un metteur en scène, il avait un défaut terrible. Un peu comme Michel Simon, d'ailleurs. Il ne voulait pas refaire deux fois la même chose. Alors, sur lui, on faisait une prise qui était bien. On lui disait, Michel, c'est bien, mais on va en faire une autre, quand même, pour essayer un truc, faire... bon. Alors, il disait, oui, mais alors, moi, qu'est-ce que je fais? Il dit, tu fais la même chose, mais on va se rapprocher un peu avec la caméra, etc. Et Michel disait, mais je ne peux pas faire deux fois de suite la même chose, ça n'a aucun intérêt. Je l'ai fait une fois, je vais te le jouer autrement. Alors, on lui disait, non, on ne peut pas jouer deux fois le même plan de manière différente, parce qu'au montage, ce sera inutilisable. Bon, oui, mais alors c'est un métier qui n'a aucun intérêt. Enfin, ça partait comme ça, dans la mauvaise foi la plus étonnante. Il avait une tendance à l'impro. Il aimait bien ça, cette idée d'improviser, parce qu'il pouvait toujours rajouter des trucs. Il disait sa réplique, puis après il rajoutait, tu comprends? Bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, on coupait ça au montage, ou on le gardait, mais bon. Mais c'était à la fin de la réplique. À chaque fois, il a fait que des scènes. Bon, Buffet froid, c'est une scène absolument géniale. Je meurs, foutez-moi la paix. Et puis, ah bon, ça fait quoi de mourir? Bon, c'est comme un grand lavabo qui se vide. Bon, c'est du Serrault, quoi. On doit écrire des choses comme ça pour un acteur comme Michel Serrault. Puis dans Préparez vos mouchoirs, il est extraordinaire. Cette scène où il arrive, mais je m'en fous de votre Mozart, moi je le connais pas. Moi je suis un petit commerçant, j'ai l'URSSAF au cul, j'ai les impôts au cul, moi, je m'en fous de votre Mozart. Allez, assis-toi, écoute. Il s'assoit dans le plumard avec l'autre, les seins nus, et il écoute du Mozart avec un Casani. C'est du génie, on ne pourrait plus faire des films comme ça. Après des collaborations qui vont se répéter avec ses amis Pierre Tchernia et Jean-Pierre Mocky, c'est le théâtre qui va le propulser au rang de star. Michel Serrault, je l'ai rencontré ici au Palais Royal, dont je n'étais pas encore le directeur.
puisque c'était pendant la Cage aux Folles en 1973. Et il venait dans mon restaurant qui existe toujours, le Coupe-Chou, où tous les comédiens se réunissaient le soir après le spectacle. Et eux venaient pour continuer à écrire le dernier acte de la Cage aux Folles, qu'il devait commencer en mars à peu près, 73, avec Poiret, Jean, Michel, Pierre Mondy, le metteur en scène, Jean-Michel Rouzière, le directeur de ce théâtre dont j'ai pris la succession après, et ils répétaient au Palais Royal. Et ils avaient trouvé ce titre, c'est Poiret, la Cage aux Folles. Et moi, je venais aux répétitions, ils étaient à table, on bouffait tous ensemble, il était minuit et demi, on finissait à 4 h du matin. Ils se mettaient les nappes, ils se déguisaient. Les clients qui restaient regardaient partaient plus. Et je me rappelle que Jean-Michel Rouzière, qui était un grand directeur de théâtre, leur dit, mes enfants, au Palais Royal, chez moi, la Cage aux Folles, le titre ne passera pas. Et Michel Serrault lui dit, propose un autre titre, et lui fait Prout. On s'est mis tous à rire. Eh bien, il faut bien se dire que si la Cage aux Folles s'était appelée Prout, ils n'auraient pas fait 1754 représentations, ils en auraient fait 30. Oh, je dois dire que pour nos 20 ans, il a écrit une pièce, mais vraiment extraordinaire. Voilà. C'est une sorte, je vais vous dire, c'est une sorte de Roméo et Juliette. C'est une sorte de Roméo et Juliette dans laquelle Roméo... Oui, je vais l'embrasser aussi, il n'y a pas de raison pour qu'on s'arrête. Oh. C'est vraiment trop d'honneur. Non mais parce qu'on vient pas souvent, alors il faut pas... Oui, autant en profiter. Je l'ai vu, j'ai eu la chance de voir la Cage aux Folles en live, c'est-à-dire au théâtre du Palais Royal. C'est un des plus grands souvenirs de rire de ma vie. Mais pour tout le monde, d'ailleurs. Les gens tombaient de leur siège, tellement ils riaient. La pièce est arrivée à un moment, elle viendrait maintenant, bon, avec tout ce qu'il y a eu, tout ça, mais elle était très, très, très en avance sur le temps, quoi. C'est pas juste... il n'aurait jamais fait un homosexuel, une folle, dans un film au théâtre, s'il n'y avait pas eu un message derrière qui était fort et tellement moderne à l'époque. Ah, je me suis dit, mais c'est incroyable comment on tient un spectacle, comment on virevolte, comment les gens... Ah là là, il y avait une attention, les gens hurlaient de rire, de rire. Je me suis dit, c'est énorme, quoi. Il fait la Cage aux Folles, j'y vais, parce que j'avais un ami qui jouait dedans, et là, je prends la claque. Dur, mais vas-y, non. Mais regarde ce que tu fais, mais observe-toi. Pas comme ça, la cuillère, pas à 2 doigts, c'est pas une clochette, la cuillère. Oui. Tenue solidement. Solidement. C'est pas une cuillère à peau non plus. Ah ben je sais bien que c'est pas une cuillère à peau, alors. J'en revenais pas, moi. Quand j'ai vu ça, je n'en revenais pas. En plus, je l'ai vu 2 fois en très peu de temps. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je voudrais... Voilà, c'est mon rêve, c'est ça. Et donc, ça a été pour moi un phare, parce que j'ai eu de cesse après de me dire, voilà, si je pouvais arriver au quart de la moitié du 10e, ce serait formidable, quoi. Mais quand on a vu la Cage aux Folles avec Serrault et Poiret, bah on peut presque dire c'est plus la peine d'aller au théâtre, quoi. On a vu un sommet de déconnage, on a vu un truc extraordinaire. J'étais à la première, ça a été un triomphe. Et certains disaient, il n'y aura que les homos qui vont venir voir ça. 7 ans, 1754 représentations, ça m'étonnerait qu'il y ait tant de homos. Daniel Russo, qui joue actuellement au théâtre du Palais Royal, nous fait la visite de ce lieu mythique où chaque recoin semble receler le passage de la Cage aux Folles. Regarde, Cage aux Folles, États-Unis. Extraordinaire. Michel s'est jamais fait remplacer, a toujours joué son rôle. Poiret s'est fait des fois remplacer. S'était fait remplacer par Michel Roux, Jean-Jacques, Henri Garcin. Vous voyez, de temps en temps, mais Michel, jamais. La pièce pouvait dépasser minuit et demi. Ce soir-là, ça a duré 20 minutes de plus, parce qu'il s'amusait beaucoup.
Et il venait, vous savez, il nous avait mis à la corbeille, là, celle qui vient juste au-dessus de la scène, là. Et tous les quarts d'heure, il venait sous notre corbeille, il disait « ça va les chichons, on s'amuse ». Enfin, il avait complètement déliré. Ça décalait pas la pièce, c'était toujours dans la pièce. Et arrivé à minuit moins 2, on entendait rideau. C'était Jean-Michel Rouzière qui disait « faut arrêter parce que les 100% d'heures supplémentaires, il y en a marre ». Même dans le grand hall de l'accueil, une vitrine a été spécialement dédiée à la pièce. Ils sont tous passés là, voilà. Quand tu vois tous ces noms, ça fait rêver. Avant de rentrer en scène, c'était pas le comédien qui vulgairement déconnait et tout. Non, non, il fallait le laisser tranquille, il se préparait. Et même au bout de 600, 700 représentations, pour lui, c'était toujours la première. Ça, chapeau. Quand Zaza Napoli était en Sicile, dans la famille, c'était là Ugo Tognazzi qui jouait le rôle de Renato. Et il était extraordinaire parce qu'il n'était presque pas maquillé, il était d'une sincérité, d'une sobriété étonnante et magnifique. Il est grandiose parce qu'avec rien, tout d'un coup, on y croit complètement, et même la famille sicilienne peut y croire. Après un César du meilleur acteur pour la suite de La Cage aux folles, il va exploiter ce délire, cet art du déguisement, ce goût du transformisme avec Jean-Pierre Mocky. Il avait beaucoup de plaisir à travailler et de tourner entre deux films avec Jean-Pierre Mocky. Parce que Mocky, il était fou, les deux ensemble, j'aurais adoré voir ça sur un plateau, parce que il n'y en a pas un qui est là pour arrêter l'autre. Au fond, aussi cinglé l'un que l'autre. Au fond, aussi bizarre l'un que l'autre. Mocky est quelqu'un, et c'est ça que je pense Michel Serrault appréciait énormément, c'est quelqu'un qui aime profondément les acteurs. Il était très content d'y aller. Parce qu'à mon avis, il savait qu'il pouvait faire, dans le bon sens, n'importe quoi. Qu'il pourrait dynamiter la scène, changer les dialogues, jouer comme il voulait, bousculer les partenaires. Il savait que ça ferait marrer Mocky, et que Mocky le garderait ou pas. Mais je pense qu'il y allait comme des bons... Ah, je vais me défouler. Je pense pas qu'avec Jean-Pierre Mocky, papa allait se défouler, c'est pas du tout ça. Je pense qu'au contraire, il allait retrouver une immense liberté et une immense créativité. Et il savait qu'il pouvait proposer toutes sortes de choses différentes. Je pense qu'il produisait même un petit peu les films de Mocky, parce qu'un jour, j'ai rencontré dans ce bistrot où nous sommes là pour l'interview, je rencontre Mocky pour... parce que je crois que c'était pour le bénévole. Et bon, évidemment, parler d'argent avec Mocky, ça n'est pas simple. Et déjà, je lui ai payé son café. Il m'a dit « Ah, mon vieux, j'ai rien sur moi. » Je lui ai payé son café. Et puis, en parlant d'argent, il me dit « Vous comprenez, si vous faisiez comme Michel Serrault, vous produiriez, vous mettriez un petit peu d'argent dans mon film, je vous paierais un peu plus. » Des bonnes idées, Mocky, au départ. Des très bonnes idées. De foutre les pieds dans des moments de société ou des choses importantes de la vie sociale. Des très bonnes idées, et puis après, pas de travail. Et avec Mocky, on fait un film en 2 semaines, mais donc ça va vite, il faut être rapide quand même. Et Mocky, je pense que pour lui, c'était le retour au Branquignol. Un acteur en liberté dont le talent est maintenant indéniable. C'est le sacre. Parce que les acteurs, comme disait Pierre Brasseur, le talent, c'est la personnalité. Des acteurs qui jouent juste, il y en a 4000. Il y a plein d'acteurs qui jouent vrai, juste. Mais on s'en fout. Ce qui fait un acteur, c'est sa personnalité. Michel Simon, Lucchini qui a imposé son côté bizarre. Tu vois, Michel Serrault qui met des E muets à la fin de chaque phrase. Comment ça va? Tu vas bien, ma petite baronne? Alors, j'arriverai jamais au niveau de Serrault, mais
Voilà, c'est mon comédien, c'est mon phare. Ça a été pour moi, c'est le plus grand acteur français. Voilà. Quand un comédien jubile, il fait jubiler le spectateur. Donc c'est ça ce qui est important, quoi, que les gens soient contents et dire qu'est-ce qu'on m'a fait rire, etc. Et moi, je l'ai rencontré une fois, malheureusement, pas assez. Et j'avais dit, enfin, toute l'admiration que je lui portais, je lui ai dit, voilà, vous êtes pour moi le plus grand acteur. Vous êtes, il a tout fait, quoi. Il pouvait tout jouer. Ce mec pouvait tout jouer. Il n'y a pas 36 000, hein, je peux vous dire. Et on sentait qu'il n'y a pas de plan de carrière, quoi. C'était que du jeu, que le bonheur de faire ce métier, quoi. Il n'aurait pas fait un stage chez un boucher pour interpréter un boucher. Ça, c'était pas sa façon de faire. Il aurait inventé comment couper la viande. Il n'aurait pas été voir comment on coupe la viande. Son visage, il est à 10 000 à l'heure, quoi, partout, quoi. Je peux en parler parce que j'ai le même physique que lui. C'est pas bien dessiné, là. Il y a pas. C'est un peu gras, un peu. Voilà. Il plaçait la barre très, 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 très haut. Je crois que je l'ai rarement vu content de lui. Parce qu'il se posait toujours des questions sur comment il allait interpréter un personnage et il n'avait jamais de... Il se disait jamais ah bah, ça c'est facile ou ça je sais comment je vais faire. C'était... il remettait toujours en question les choses. Je pense que c'est quelqu'un qui a exploré tout le métier. Aussi bien dans le drame que dans la comédie, que dans le... Voilà, c'est quelqu'un qui pouvait absolument tout jouer et qui était d'une crédibilité absolument phénoménale. Avec Garde à vue, il suggère 2 idées à Audiard pour construire son personnage. Être un notable et porter un smoking. Sa réputation d'imprévisible va le tenir éloigné de Lino Ventura. 2e César. Il y avait ce rapport formidable entre un acteur qui jouait une ligne droite, qui a toujours joué la même chose pendant toute sa carrière, qui était Lino Ventura, et qui le faisait sublimement bien. Et puis il y avait en face de lui un histrion, un fou furieux, mais qui était quand même dans des rails, parce qu'on ne pouvait pas jouer autrement que... Enfin, s'il pouvait, il aurait pu jouer évidemment autrement, mais ce qu'il a fait, c'était... pour moi, c'est la perfection. Parce qu'il joue bizarre, parce qu'il est décalé, aucune prise n'est pareille. Parfois, il parle faux. Enfin, faux. Il parle différemment. Il nous embarque dans le mystère, c'est ça qui est beau, parce que lui seul sait, enfin, et l'auteur, bien entendu, lui seul sait qu'il n'est pas coupable. Mais il joue le coupable du début jusqu'à la fin. Ça, c'est formidable. Toutes ces répliques, et ce petit bourgeois dont on ne sait pas ce qu'il a fait. Moi, j'étais au fond de mon couloir avec ma brosse à dents, et une porte au bout. Et ben, maintenant que vous m'avez amené cette porte, monsieur Martineau, il va falloir l'ouvrir. J'avais un chien, il s'appelait Tango. Comment ça s'écrit, Tango? Comment voulez-vous ça s'écrit? Comme Paso Doble. Il sait qu'il n'a pas tué. Donc il joue au chat à la souris avec un commissaire de police qui fait très bien son boulot, et puis le fou derrière, parce qu'il y a le fou aussi qui est pas mal, Guy Marchand, qui est pas... Voilà. Mais c'est formidable de se dire, je vais jouer ça comme ça. J'étais très impressionné l'un par l'autre. Ventura par la bête de scène et de théâtre qui était Michel Serrault, lui qui n'en avait jamais fait, et Michel Serrault par cette énorme star mythique qui était Ventura. Et surtout, c'est vrai que je crois que Lino, il faisait toujours la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne le faisait pas bien, mais avec une espèce de rigueur d'homme de cinéma, c'est-à-dire qu'il faisait tous les raccords pareils. Je vais vous dire une bonne chose. Tout était... Et Michel, il faisait, je crois, une prise. Comment ça va? Vous allez bien? Et je crois qu'il était un peu désarçonné. C'est pas du tout la même école. Il avait, comme tous les grands acteurs comiques, une fibre dramatique énorme. Parce qu'on a besoin de référence et de se dire, de mettre une étiquette, de dire lui c'est un comique, lui c'est pas un comique, lui c'est... Voilà. Et là, Michel Serrault, il est tout. Il est les deux. Le film s'appelle Les fantômes du Chapelier et le Chapelier, c'est Michel Serrault. Monsieur l'abbé Chapelier. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui. Pardon? Monsieur l'abbé Chapelier. Non, monsieur l'abbé. Oui, mais Chapelier, c'est pas mon nom, Chapelier. Chapelier, c'est ma profession. Monsieur l'abbé, profession Chapelier. Dans Les fantômes et Chapeliers, il y a une dimension encore plus forte.
je trouve, de ce que peut amener Serrault dans le registre dramatique. Ça, pour moi, c'est énorme, parce qu'il fait peur. Moi, il me faisait peur. Dans Les Fantômes du Chapelier, il y a quelque chose d'extrêmement... Il était très, très dérangeant avec sa relation avec Aznavour. C'était cette espèce d'homme qui sadise un autre. C'est... Waouh! Il va même jusqu'à incarner l'abominable docteur Petiot comme un prolongement de son rôle dans Les Fantômes du Chapelier. Alors le docteur Petiot, c'est marrant parce qu'il m'en a parlé des années avant de le faire. Et je ne comprenais pas bien ce qui l'intéressait là-dedans. Et j'ai toujours pas bien compris. Mais il l'a fait. Il aimait aller dans les abîmes comme ça. Et puis au début, on ne sait pas ce qu'il fait. Parce que Petiot, au début, il faisait soi-disant passer des juifs qu'il exécutait après. Ah non, mais ça, c'est votre problème. Mais de toute façon, le patient ne pourra pas vous emmener si vous n'avez pas votre carnet de vaccination. Il n'en est pas question. Bon, une fois que vous serez avec lui là-bas, de l'autre côté. Mais vous faites ce que vous voudrez, ça ne me regarde plus. Ça ne me regarde plus. Mais non! Mais pourquoi non? Je suis beaucoup trop douillet, j'ai horreur des piqûres. Mais ça, vous êtes fou. Non, j'aimerais mieux un coup de poing. Enfantillage, parce que vous risquez le pire. Petiot, il interprétait quelque chose qu'il n'aurait jamais pu être. Et c'était pas, je ne dis pas que c'était exprimer des fantasmes, c'est au contraire, c'était même pas exorciser des démons, mais juste exprimer des démons. Voilà, donc il le faisait d'une manière très saine, pas du tout. Il n'y avait rien de malsain là-dedans. Et il jouait. Il prenait du plaisir à jouer. Et justement parce qu'il pouvait jouer de sa sympathie et puis devenir un autre à la fin, comme Chaplin quand il fait Landru à travers Monsieur Verdoux, tu vois, c'est un peu ça. Et puis surtout, il a pu changer de gueule. Et moi, je me souviens, je crois qu'il tournait à l'Opéra Comique. Je me suis dit, tiens, je vais aller lui dire bonjour. Donc je suis passé, et on m'a dit, il est en haut. Et je suis passé devant lui, et je ne l'ai pas reconnu. Il découvre aussi de nouveaux cinéastes, comme Étienne Châtilliez, Le Bonheur est dans le pré. J'ai des malheurs, je suis pas tout ça, je suis un peu abattu par les circonstances, parce que je vis avec une femme charmante, qui a été charmante au début de notre rencontre, qui est Sabine Azéma. Que d'ailleurs, je dois le dire au passage, je voudrais remercier un peu le sort, parce que quand j'étais tout jeune acteur et que je voyais Sabine déjà tout petit, quand elle était tout au début, je me disais, quel bonheur si un jour je pouvais jouer avec elle. C'est pas forcément très gentil pour elle. Sur le tournage, pour moi, c'est un souvenir étonnant. Étonnant parce que c'est Jacob qui m'avait appelé, elle me dit, écoute, ça serait bien, ils ont besoin d'un couple, ils voudraient que ce soit nous deux. J'ai dit, attends, elle me dit en plus... C'est quand même une région où on mange très très bien, parce que... Et elle me dit, en plus, c'est avec Serrault, c'est avec Mitchell. J'ai dit, bah attends, on part tout de suite, évidemment. C'est un film extraordinaire. C'est un film à voir et à revoir. Ce qui est marrant, c'est que quand on tournait, surtout dans le restaurant, parce que moi j'étais surtout dans le restaurant, à un moment donné, on va savoir ce qui s'est passé. On commence à répéter et Serrault dit à Mitchell, j'ai un petit problème avec cette phrase. Je sais pas pourquoi. Châtilliez, on va y aller. On tourne. Hop. Et il a un petit problème avec la phrase. Il dit, mais j'ai une idée. Vous avez un stylo. Alors on lui donne un stylo. Et il écrit la phrase sur sur la table, qui était en papier comme ça. Toc, toc. Et il fait à Mitchell, il fait, regarde. Vas-y, dis, regarde, tu vois. Je te regarde, je discute avec toi, je vois la phrase, j'ai plus aucun problème. Et là, je vois exactement la phrase, tu vois. Là, c'est bien, là, on va y aller. Là, tu vas voir, c'est bon, il n'y a aucun problème. Et moteur, je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai pas pu m'empêcher de le faire. J'ai un rire, et avant qu'il discute, je pose la bouteille pile là où il a écrit la phrase. Et je reste à la table comme ça, j'attends, je vois Mitchell qui commence à se marrer. Et il y a Serrault, il regarde la bouteille comme ça. Il regarde Mitchell, il me regarde, et il me dit, tu vois, j'en connais certains qui l'auraient fait avec beaucoup de méchanceté. La mort de Poiret le marque profondément. En perdant son double, il gagne en gravité. Nelly et M. Arnaud apparaissent comme une partition essentielle d'une économie de moyens et d'une rigueur exemplaire. 3e César. Je me dis, j'ai lu, c'est très beau, mais il m'a dit, est-ce que vous croyez que je suis capable de le jouer? Et moi, j'ai pris ça pour de la fausse modestie. En vérité, sa question était plus profonde.
Il voulait savoir si j'avais vraiment envie que lui le joue. C'était ça, je crois. Je pense. C'est ça. Ah. Ben oui, c'était pas à moi de me vendre quand même. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Je peux le faire. Claude Sautet m'avait dit, Serrault, c'est un personnage, c'est quelqu'un dont l'espace, le monde pourrait m'échapper. Je ne sais pas ce que je vais faire, comment ça va être. Et Michel Serrault, moi j'appréhendais, je crois que Michel dise non, mais moi je reste pas dans ce cadre-là. Et puis Serrault, très vite, je me souviens, un jour m'a dit, écoute, tu sais quoi, si on réussit ce film, si j'accepte tout ça, je pense que j'en reprends pour 10 ans. Donc je pense que Serrault a eu l'humilité, l'intelligence, de comprendre très vite qu'il fallait se mettre... Pour moi, Serrault, c'est un acteur de composition, donc il s'est mis dans la composition, dans l'espace de Sautet, de façon très disciplinée. Serrault a été très intéressé par la colonne vertébrale de Sautet, justement par cette sorte de pureté, de précision. Et je pense que ça l'amusait de suivre ça. On connaît Serrault dans le mouvement, on connaît Serrault dans le burlesque, dans l'ubuesque, mais sa liberté, sa liberté, son audace, son insolence, son émotion, sa façon d'échapper aux autres, tout ça c'est dans l'œil, il n'y a pas besoin de faire de grands mouvements. Donc c'est pas quelqu'un que tu attrapes comme ça, tu n'attrapes pas, tu ne le définis pas de façon aisée. Tu n'attrapes pas son œil non plus de façon aisée. Moi, on a mis beaucoup de temps avant d'engager une conversation. Puis on ne voulait pas tellement se rapprocher non plus, parce que Nelly et Monsieur Arnaud sont deux personnages qui... je pense que ça s'est fait en adéquation, en parallèle avec l'avancée des personnages l'un vers l'autre. Donc il a quelque chose de dangereux dans son regard. C'est ça qui en fait toute la complexité aussi, la beauté. Il est aigu. Il est atteint, Monsieur Arnaud. Il est atteint par cette femme. Avec je sais pas. Alors ça c'est très compliqué pour moi de dire ça parce que moi je n'ai jamais vu la moindre séduction chez Monsieur Arnaud. Et un jour, j'ai dit ça dans une interview et Sautet m'a failli me tuer. Donc du coup, je pense que tout ça, c'était... Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas vu grand-chose. Et quand on ne voit pas grand-chose, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a un état d'être. Et moi, j'ai vu Serrault dans cet état d'être. Entre la lecture, moi, du scénario... Et l'humour et le frison comme ça que lui a apporté Michel Serrault, il y a une différence, c'est sûr. C'est-à-dire que j'avais imaginé, quand j'ai lu Monsieur Arnaud, Monsieur Arnaud, effectivement, on imaginait un homme assez sérieux, mais ce qui était formidable, c'est qu'il lui a donné son humanité, bien sûr, il lui a donné, je trouve, beaucoup d'émotions aussi, mais il lui a aussi donné de l'humour. Et Sautet, il était tellement obsessionnel sur un petit et, une petite virgule, donc c'était impossible pour Michel d'improviser. Il n'a jamais sauté une phrase, jamais une virgule, jamais un mot. Il fallait rester dans le cadre de Sautet. Le rapport entre les deux, c'était très particulier parce que de dos ou de profil, je pouvais vraiment jamais savoir qui était qui, puisqu'ils étaient habillés de la même façon. Donc je pense que c'est Nelly et Monsieur Arnaud, c'est vraiment la rencontre entre le personnage de Sautet et le personnage de Serrault qui se sont à un endroit, qui ont fait le chemin l'un vers l'autre. C'est pas Monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud, c'est Claude Sautet, c'est Michel Serrault. C'est les deux. Je l'ai toujours senti comme curieux de ce qu'il pouvait attraper de cet univers de Sautet. Je l'ai pas senti fâché, mais peut-être parce que Sautet est aussi tellement bien. Et quand il lui disait, bon, ça va, on recommence là.
il me regardait sans me peser. On imagine, bon, Serrault, la cage aux folles, le duo avec Poiré. Ça aussi, c'est une chose que j'ai souvent sentie dans nos conversations, c'est que c'est la perte. Quand je pense à Serrault, je pense à famille. Quand je pense à famille, je pense à sa famille très importante autour de lui, une famille biologique, mais je pense aussi à une famille de théâtre. Et j'ai l'impression qu'il était très nostalgique de tout ce parti. Ça, j'en suis sûre. Enfin, il voyait les gens partir. Mais comme ils l'ont avec Sauté, comme Sauté regardait aussi tous les gens qu'il a aimé partir avec beaucoup de chagrin. Parce qu'il y avait un chagrin commun. C'est comme une dernière fois. Ce film est une dernière fois, de toute façon, pour tout le monde. À la fin de l'émission Arnaud, on était en studio. Et il part avec sa femme, si mes souvenirs sont bons. Je reste, je ferme la porte. Et on faisait toujours sur Michel Serrault en premier. Donc, on fait le plan où M. Arnaud me dit au revoir. Alors, je crois, quelque chose comme ça, très pudique. Et on ferme la porte. Et j'ai entendu hurler. Et c'était Michel Serrault. Et je n'ai jamais su ce qui était arrivé. Mais je sais que Claude nous a demandé tous de sortir. Et il a été prendre Michel Serrault dans ses bras. Voilà. Je n'en sais pas plus. Très exigeant, comme les films de Miller, comme les films de Challonge, comme les films de Sauté. Et c'est vrai que ce type, après, est devenu incontournable par sa folie. Je crois que c'est un type qui avait une folie, une dangerosité, c'est très étrange. Il avait quelque chose. Il faisait peur, hein, Michel. Hein. Que c'est un acteur qui adorait les excès dans son jeu. Les colères, les crises, les pitreries. Et je pense que jouer avec excès lui permettait encore mieux de se cacher. C'est pour ça qu'il s'engueulait beaucoup parfois avec les metteurs en scène, parce qu'il fallait lui laisser une liberté. S'il était trop contrit, il bouillait comme une eau qui va, comme un plat qui doit... Il ne pouvait pas. Il fallait qu'il invente. C'était pour faire tout ce qu'on lui dit, prenez quelqu'un d'autre. Il avait besoin d'être sur les planches parce qu'il avait besoin d'être les autres un peu et de pouvoir exprimer toutes ses personnalités à travers les autres. C'est comme c'est un personnage complexe lui-même, qui avait plein de yin et yang, de choses et de son contraire. Il avait besoin de jouer les rôles que lui ne pouvait pas jouer dans la vie. Voilà. Assassin de Mathieu Kassovitz lui permet de briser l'image que le spectateur se fait de lui en incarnant un tueur effrayant. Michel Serrault est une institution. Et que moi je venais de faire La Haine et que j'avais envie de mettre un coup de pied dans les institutions. Il n'avait pas du tout envie d'être dans une zone de confort en fait, vraiment. Il adorait les challenges et il adorait... Et puis j'étais le réalisateur de La Haine, il voyait arriver un petit mec de 27 ans, complètement allumé, il fallait qu'il y aille quoi, c'était très intéressant. Hein. C'est une proposition. Au théâtre, il n'y a pas d'explication à donner. Prenez-vous en main, sifflez, hurlez, tapez, faites ce que vous voulez. Mais en fait, on ne devrait pas, nous, avoir besoin de donner des explications. Michel, malgré tout, a quand même été, même sous son air très classique et bourgeois, était un grand déconneur et un grand punk dans l'âme. Donc quand on a eu notre première rencontre, on s'est tout de suite on s'est trouvés quoi. Et puis il acceptait de faire des trucs qu'il n'aimait pas faire, des trucs qui n'étaient pas agréables pour lui, des choses sur lesquelles au bout d'un moment il n'était pas forcément d'accord moralement. Tout ce qu'il raconte, tous ces trucs, il se trouvait, pour lui c'était une horreur à dire. Il était tellement pieux et tellement respectueux de la vie des autres que s'il ne comprenait pas, s'il n'arrivait pas à lui expliquer, plan par plan, ce que tu fais, pourquoi, il t'envoyait chier. On s'est un peu frité la première semaine et on avait justement, au début de deuxième semaine, une improvisation. On a fait cette première impro qui s'est très bien passée et après il était acquis au film complètement corps et âme. Il était extrêmement... pointilleux et respectueux de son travail. Donc il attendait la même chose des autres. Quand il voyait que ça n'était pas au niveau, ça l'énervait. Et puis parfois ça l'énervait lui de ne pas être au niveau, ou de ne pas comprendre pourquoi. On a fait des scènes où il s'énervait parce qu'il ne comprenait pas ce que je lui disais.
Et une fois qu'il les comprenait, je lui dis mais non, vous n'avez pas bien compris, ou je me suis mal exprimé, mais en tout cas c'est ça que je voulais dire. Ah d'accord, ok. Ah bah il fallait le dire plus tôt. C'était un vrai collaborateur, il a collaboré tout de suite, il a compris ce que je voulais faire, et il a compris le message qu'il y avait derrière, donc il a accepté d'aller à fond. J'ai appris en tant que réalisateur, oui, comment mieux parler à un acteur, comment aller chercher des choses plus... à quel moment il faut lui faire confiance, à quel moment il faut lâcher soi-même les rênes. Ça, c'était une très grande expérience. Ouais. Je pense qu'il était très fier d'avoir fait Assassin, malgré tous les trucs qui sont passés, parce qu'il avait exprimé quelque chose d'encore différent et il avait fait passer un message que lui trouvait juste. En gros, et pour résumer, démerdez-vous. Michel Serrault peut entamer alors sa 3e carrière. Après les seconds rôles, le génie des premiers rôles, se profile le vieux sage. Le grand-père amoureux de la nature avec son caractère, celui des enfants du Marais, d'une hirondelle a fait le printemps et du Papillon. Et Michel Serrault, il a tourné le Papillon grâce ou à cause de sa petite fille, parce que c'est sa petite fille qui a lu le scénario et qui lui a dit « il faut que tu fasses ce film ». À quoi ça tient? Quand on m'a dit que j'avais été prise avec donc, Michel Serrault, moi j'ai dit par moi c'est qui Michel Serrault? J'avais conscience que c'était un tournage, que c'était aussi du travail, bien que c'était du plaisir aussi, et que voilà, c'était quelque chose qui s'enregistrait, cette notion-là. J'avais compris le principe, mais je l'ai conscientisé vraiment au moment où j'ai vu le film, que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, d'accord. Du coup, c'était très bizarre, même de revoir des moments échangés avec Michel Serrault, pour le coup, et que je me disais, c'est un peu comme si on m'avait volé ça. Il est solitaire, il est acariâtre, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'il avance dans le voyage avec cette gamine, il s'humanise, la carapace tombe, la tendresse arrive, voilà. Et de toute façon, il avait ça en lui, il a fait ça avec beaucoup de sincérité et d'intelligence du personnage. Et beaucoup de connivence avec la petite fille, qui était évidemment adorable et parfaite. On se voyait quasiment qu'au moment de tourner. D'accord. Quasiment. Et après, il partait. Et après, il partait, ouais. Mais on rentrait ensemble dans la même voiture, voilà. Moi, je lui faisais des dessins, je lui écrivais des chansons, n'importe quoi, mais on n'a pas créé ce lien dont on nous a tant parlé de grand-père et de petite fille. Ça s'est pas du tout passé comme ça, mais c'était pas malheureux non plus, hein. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça même complètement normal, en fait, pour créer cette complicité, mais vraiment en 2 secondes, qu'on n'avait pas en dehors. Il suffisait que juste avant la prise, il y avait le clap, il me fasse comme ça, et du coup, moi, je rigolais, et hop, la scène était partie, et ça y est, on était ensemble, quoi. C'était un acteur qui se lâchait, c'est-à-dire qu'il se jetait dans l'arène, mais tout nu, quoi, et il y allait, quoi. Ça, c'est très important. C'est le contraire d'un acteur cérébral. C'est le contraire d'un acteur qui pense à ce qu'il est en train de jouer. Il s'est quand même laissé... En fait, on a quand même créé ce lien un peu dans le silence. C'est parce que lui, il a donné, sans même le dire, par ses yeux, l'âme de ce bonhomme, quoi, qui lui aussi a été un peu abandonné et qui... Enfin voilà, on comprend plein de choses au fur et à mesure, mais ça, je l'ai compris plus tard aussi. Lui, en plus, il avait sa carrière, il avait les épreuves qu'il avait traversées dans la vie, il était habité d'une humanité, bien sûr. On a enregistré vraiment une chanson quoi, en studio et tout. C'était marrant, ça. Pourquoi les poules pondent des œufs? Pour que les œufs fassent des poules. Pourquoi les amoureux s'embrassent? C'est pour que les pigeons roulent. Pourquoi? On a vraiment fait ça que tous les deux, il y avait quasiment personne autour, donc on était très ensemble. Pourquoi le diable est le bon Dieu? C'est pour faire parler les curieux. Non, je me souviens de pourquoi le diable est le bon Dieu, c'est pour faire parler les curieux. Voilà, je me souviens de ça. Elle la connaît encore. Pourquoi le diable est le bon Dieu? C'est pour faire parler les curieux.
Ça t'a plu notre petit voyage? Ah oui, beaucoup. On a vu de belles choses, hein? J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles? Pourquoi des sauterelles? Et des libellules aussi. La prochaine fois, d'accord. D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. S'il te plaît. Non, non et non. Allez, c'est le dernier couplet. Tu crois pas que tu pousses un peu le bouchon? Le Papillon est un film culte en Chine. Et en tout, je pense qu'aujourd'hui, il y a 25 millions de Chinois qui ont vu le film. On s'est quand même baladé, grâce à ce film, j'ai pu faire des voyages incroyables. Il m'avait dit cette petite phrase que je retiens toujours, et pour ce que je fais, c'est ce qu'on fait de mieux, c'est ce qui nous échappe. J'ai été le voir, il m'a dit il y aura qui? Je lui ai dit José Garcia. Ouais, ça, celui-là, ça va. Quand on a joué La Cage aux Folles 1500 fois, et qu'on voit José Garcia avec Antoine Decaune sur Canal, et qu'on le voit tous les soirs dans les accoutrements invraisemblables, et souvent en fille, faire des conneries, je veux dire, je pense que Michel adorait ça. Michel trouvait très très bien que des gens qui se nomment acteurs aillent faire les pitres. De Cambrai est un homme très âgé, qui est effectivement spécialiste des choses de la vie, qui est un homme érudit, cultivé, amoureux des livres. On a eu alors on a fait attention, mais on a eu un amour d'acteur. Les acteurs avaient un peu peur parce que d'autres leur avaient dit méfiez-vous, il y aura des colères et tout. Il n'y a rien eu. Alors, il y a eu une erreur, c'est moi qui l'ai faite. C'est quand on a fait la synchro. Parce que quand il est arrivé à 9h du matin et qu'on l'a balancé dans l'audit devant une scène, il ne savait plus très bien, il ne savait plus ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Voilà, il y avait des mots à synchroniser, mais en gros, c'était quoi le personnage? Et en fait, on n'a jamais été aussi vite. On a fait la post-synchro, une prise, c'était tout de suite bon. Et il s'appuyait sur le monteur, qui était devenu son chouchou ce jour-là, on ne sait pas pourquoi. Et on s'est quitté sur ce ton regrettable. Et je sais qu'après, tous les jours, il disait à son agent t'as des nouvelles de Varnier? T'as vu le film? Il t'a pas appelé? Il va m'appeler? Je ne l'ai pas appelé, il ne m'a pas appelé, il est mort. Il nous quitte le 29 juillet 2007 à l'âge de 79 ans, discrètement, comme une ultime facétie du clown éternel qu'il était et que nous garderons en nous. Hélas, il est parti très tôt. Il est parti trop vite parce qu'il avait tellement de choses à dire, à faire, à nous montrer. Mais il a encore 2-3 trucs sur lesquels il aurait pu nous surprendre. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, j'imagine tout à fait un Haneke ou un mec, un Audiard aller le chercher dans ces dernières années et lui faire sortir des trucs encore plus forts, quoi. Et regardez sa discrétion. Personne n'a su qu'il était malade. Il n'a jamais rien dit. Il a continué à faire des films. Puis voilà, il est parti. Je pense qu'il est parti quand il devait partir, Michel. Il a fait une très très belle carrière. Vraiment. Je me suis dit que j'ai eu la chance d'avoir pu tourner avec lui, d'avoir pu même juste déjà le rencontrer. Et en plus de ça, de faire un film avec lui, je me suis dit que j'avais une chance terrible. J'aurais adoré refaire un autre film plus léger que celui-là et lui donner vraiment plus de marge encore. C'est vraiment un réalisateur, un comédien où je pense que beaucoup de réalisateurs, après la rencontre avec lui, ont tous fantasmé à un moment ou à un autre d'écrire un truc que sur lui, que pour lui, et de passer 2 mois autour de sa folie, quoi. C'est vrai qu'il m'a rendu la vie compliquée, mais j'aurais bien refait un film avec lui, quoi. Il disait un truc, il disait il faut être heureux pour les 15 minutes de bien qu'on trouve à un film, même si on trouve l'heure qui reste pas très intéressante. On a passé 15 minutes de magie, et ça, il faut être reconnaissant. Et lui, il a cherché ça, et s'il avait une scène qui l'intéressait dans un film, il pouvait faire le film pour ça. Parce que ce qui était très important pour lui, c'était de jouer avec vérité, quoi, en fait. C'était son mot, son leitmotiv, si je puis dire. Oui, j'ai eu des projets, malheureusement, qui n'ont pas vu le jour, où je voulais utiliser Michel dans des rôles inquiétants. Par exemple, je me souviens d'une scène que j'avais écrite
où il était dans un métro, dans un wagon de métro, tout seul, à une extrémité du wagon, et à l'autre extrémité, il y avait une pauvre dame, et il la regardait, et il lui disait « Est-ce que je vous fais peur ?» L'humanité du personnage. Ces personnages sont... C'est pour ça qu'on y croit, c'est pour ça qu'on est touché, parce qu'il allait... il était vraiment avec eux. Voilà, il nous les faisait aimer, il nous les faisait comprendre, même si c'était tout d'un coup un type monstrueux comme Petiot. C'était peut-être 6 mois après sa mort. Je prends le métro, et là il y a un monsieur qui dit « Oh Michel Serrault, je vous adore tellement. Est-ce que vous pouvez me signer un autographe ?» Et alors je l'ai regardé, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai signé, Michel Serrault, ça lui faisait tellement plaisir, donc j'ai signé Michel Serrault. C'est ce mystère-là qui l'intéressait, le mystère qu'il peut y avoir chez les gens. Pourquoi un type est capable de faire des choses monstrueuses, et c'est quelqu'un comme toi et moi, quoi. Donc trouver ça chez quelqu'un, l'humanité. Mais il manque lui, évidemment, et puis il manque toute la troupe autour, tous les Marielle, tous les Rochefort, tous ces gens qui ont tenu le cinéma, maintenant qui sont vraiment vieux et qui vont doucement partir. Michel en était un des pionniers, quoi, de cette génération-là, de ce cinéma-là, de ce cinéma français qui a été le plus beau cinéma au monde. Moi, quand j'ai fait Comédie d'amour avec lui, donc qui était la vie de Léoto, il s'était fait la gueule de Léoto. Il avait pris une bouche comme ça un peu. Tu sais, l'autre, il avait plus de dents pratiquement, et lui, il jouait tout comme ça. Ah bah oui, il y va, quoi. Parce qu'en plus, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est aussi bien un homme de la ville qu'un homme de la campagne. Et il l'a démontré tellement de fois dans son métier que c'est étonnant, quoi.